Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier de notre série Midi Parents, un moment de partage, d'apprentissage destiné à vous outiller en tant que parents engagés et bénévoles au sein de notre communauté francophone. Je me présente, je suis Henriette Bohème et je suis parent bénévole au sein de Parents partenaires en éducation. Merci aussi d'avoir pris de ce temps de votre pause de la journée pour être avec nous. Un grand merci également à notre bailleur de fonds, le PAFO, le programme d'appui à la francophonie ontarienne qui a permis la réalisation de cette série d'ateliers. Avant de commencer notre discussion, j'aimerais effectuer une reconnaissance de territoire. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons d'abord reconnaître que le siège social de parents partenaires en éducation à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Nous tenons à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités ont été décidés. Nous sommes alors très honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. J'aimerais aussi rappeler la mission de parents partenaires en éducation. En tant que réseau des parents engagés, notre rôle est de soutenir les parents en leur offrant des ressources et des outils pratiques pour les accompagner dans leurs défis. Les ateliers offerts visent précisément à renforcer les compétences et à créer des espaces d'échange enrichissants. Bienvenue à tous une fois de plus. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier atelier de notre série Midi Parents. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux parents bénévoles, celui de trouver l'équilibre entre concilier la famille, le travail et l'engagement communautaire. En effet, nous savons à quel point il peut être difficile de jongler entre les différentes sphères de notre vie sans se sentir dépassé. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ensemble des pistes concrètes pour mieux gérer nos priorités, optimiser notre temps et préserver par-dessus tout notre bien-être en restant engagés auprès de notre famille et de notre communauté. Pour enrichir notre discussion aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie Gatt, consultante pour la firme Dicitus, qui partagera avec nous son expertise sur le sujet. Mélanie est fascinée par le fonctionnement du cerveau. Elle accompagne les humains qui vivent des changements et qui ont besoin des résultats rapides et durables. Nous aurons ensuite le témoignage de Nathalie Thompson, récemment nommée présidente du CPP de son conseil scolaire, le CECE, qui partagera avec nous son expérience et la manière dont elle concilie ses différentes responsabilités. Nous vous invitons à interagir tout au long de cette session en posant vos questions dans le chat. Ce webinaire est avant tout un espace d'échange et de partage. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Mélanie, à vous la parole. Merci beaucoup, Henriette. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir et de penser que vous allez revoir aussi ce webinaire plus tard. Alors, de partager, vous l'avez dit, Henriette, les ressources, les outils pratiques qui sont à la fois dans la mission de PPE, mais qui sont aussi au cœur du coaching. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est à la fois un webinaire avec un petit peu de théorie, mais aussi des outils de coaching. Donc, beaucoup de questions pour vous. Je vais partager mon écran pour que vous voyez un petit peu où je veux vous emmener aujourd'hui. Voilà. Où je vous emmène aujourd'hui, puis à tout moment, pour les personnes qui sont présentes, vous pouvez évidemment interagir dans le chat. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de répondre à vos questions.
Aujourd'hui, au programme, je vous amène avec une première question d'ouverture, juste pour aller chercher un petit peu là où on en est aujourd'hui. Ensuite de ça, on va identifier, c'est quoi identifier les priorités, comment on fait ça, puis on va parler de charge mentale, hein, la fameuse charge mentale qu'on entend, on entend souvent parler de ça. On va aller la décortiquer un petit peu. Ça, c'est pour le côté théorique. Ensuite, on va passer vraiment dans les outils, des techniques pour gérer votre temps, des techniques pour voir, pour déléguer vos responsabilités, des techniques d'auto-soin, hein, le soin, prendre soin de soi, des techniques de comment je me recharge, recharger ses batteries, hein, c'est vraiment, on est au cœur de ça. Et puis, à la fin, tout ça pour ça, là, tout ça pour vous amener à quelque chose de un petit peu votre kit bien-être. Alors, imaginez qu'avec tout ce qu'on aura vu ensemble, vous allez être capable de construire votre kit bien-être personnalisé. Donc, on va aller l'assembler. Évidemment, ça va être important d'avoir une feuille, un stylo à proximité ou prendre des notes sur votre ordinateur si c'est le meilleur moyen pour vous, parce qu'il va y avoir des questions de réflexion. Alors, je vous amène tout de suite avec la question d'ouverture. Si je te demandais, là, maintenant, sur une échelle de 1 à 13, à quel point tu te sens équilibré aujourd'hui? Puis là, tu pourrais prendre le temps d'y réfléchir, tu pourrais prendre le temps de sentir, hein. Il y en a qui vont peut-être aller faire une sorte de petit scan corporel pour savoir, OK, là, c'est un équilibre aussi physique, hein, mais ça peut être aussi un équilibre mental. À quel point je me sens équilibrée aujourd'hui? Alors, Julie, elle répond 9 sur 13. Merci, Julie. Prenez le temps, tu sais, d'y penser, de le ressentir, de le visualiser même. Brianna a dit 8 sur 13. Ouais. Puis la question bonus, une fois que tu l'as, que tu as intégré ton échelle de 1 à 13, c'est de se demander qu'est-ce que ça me prendrait à moi là, pour être juste un point au-dessus? Hein, si Julie, tu devais aller à 9,5, 10, qu'est-ce que ça prendrait pour ça? Brianna, 8,5, 9, qu'est-ce que ça donnerait? Hein, Henriette aussi qui dit 8. Ouais. Nathalie 10. Allez, juste un demi-point ou un point au-dessus, qu'est-ce que ça prendrait pour que fou, je monte un petit peu? Prenez le temps d'y réfléchir, puis vous pouvez le noter aussi si ça vous vient, si ça vous vient. En tout temps, vous êtes libre de le partager sur le chat, évidemment, parce que c'est toujours le fun pour moi, puis pour les autres, parce que ça enrichit vraiment le groupe. Et en même temps, c'est aussi des choses qui sont un peu personnelles. Donc, c'est important des fois de savoir que tout est enregistré, puis qu'on n'a peut-être pas envie de tout partager nécessairement. Excellent. Fait qu'on a placé l'équilibre aujourd'hui. Tu as une idée de peut-être ce que ça te prendrait pour aller un point au-dessus. Je vais t'amener un petit peu plus loin. On va aller identifier les priorités et la charge mentale. Alors, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est important de définir ce qui compte vraiment. Et puis là, ça va être de le faire d'une façon non jugeante, très ouverte, sans aucune barrière, beaucoup d'authenticité envers toi. Si je te demandais, grande question de coaching, quels sont les 3 aspects les plus importants dans ta vie actuellement? Prends le temps de les noter, prends le temps de les écrire. Peut-être que ça va pas être dans l'ordre au début, hein, ça va peut-être arriver dans tous les sens. C'est correct, tu peux les réorganiser au fur et à mesure. Fait que prends le temps de noter sur ta feuille, là, c'est quoi les 3 aspects les plus importants dans ta vie actuellement? Il y a des personnes qui vont faire ça très global, des grandes catégories. Il y en a qui vont faire des petites catégories, des petits détails. Tout est correct. OK? Ce qui est important, c'est que ce soit vraiment pour toi, pas dans le il faut que. C'est OK. Si je suis authentique, si je suis complètement franche, je dis franche parce qu'on est essentiellement des femmes aujourd'hui ici, mais si je suis franche avec moi, qu'est-ce que je note? C'est quoi les 3 aspects les plus importants dans ma vie actuellement? Puis, je vais vous donner l'exemple de Will Smith qui a écrit une biographie que j'ai lue, puis il parle d'un moment où il fait cet exercice avec sa femme et ils le font à l'aveugle, ils le font chacun de leur côté. Puis ensuite, ils échangent leurs papiers et ils n'ont pas écrit du tout les mêmes choses. Euh, Will Smith, lui, il a écrit ce qui est le plus important pour moi, ma première priorité dans la vie, c'est moi.
mes enfants, puis ma femme. Puis sa femme a écrit les enfants, mon mari et moi. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Parce que là, évidemment, ils commencent à s'obstiner un petit peu, les deux, à se dire, ben là, franchement, tu te mets en premier, puis moi, tu me mets en dernier, blablabla, ça commence à s'obstiner gentiment. Mais Will Smith répond très authentiquement, mais si je ne prends pas soin de moi en premier, si je ne suis pas ma priorité, j'arriverai pas à prendre soin des autres après. Ce qui est tout à fait valable comme réflexion. Alors, ils ont réfléchi à ça ensemble. Et c'est pour ça que je te dis que dans ce que tu vas écrire, il n'y a pas une vérité pour tout le monde. Ça se peut que pour certains, ce soit de se mettre en premier, et c'est correct, c'est l'analogie du masque à oxygène dans l'avion, hein. Place ton masque à oxygène en premier avant d'aller aider l'autre à côté, sinon tu serviras plus à rien dans pas longtemps. Et puis, si tu as placé les autres en premier, c'est correct aussi. Ce que j'aimerais te demander aussi, c'est, puis tu vois, la question, elle va différer légèrement, mais c'est quoi les 3 aspects que tu mets en priorité en ce moment? Tu sais, si tu regardes ton horaire de la semaine dernière, là, ou de ce qui s'en vient dans la fin du mois de mars, là, c'est quoi les 3 choses que tu as mis en priorité? Puis tu me vois venir avec la question, là. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que les aspects que tu as mis qui sont les plus importants dans ta vie en haut sont dans tes priorités en ce moment? Si ça ne l'est pas, là, il peut y avoir un déséquilibre. Il peut y avoir quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas bien. Donc, dans un premier temps, c'est de se dire, OK, c'est quoi ce sur quoi j'ai envie de mettre le plus gros, le focus, l'emphase, et est-ce que je le fais? Si je ne le fais pas, ben, c'est facile d'aller remodeler ça. Je suis curieuse dans le chat, est-ce qu'il y a des éléments qui sont identiques ou est-ce que c'est complètement différent ce que vous avez écrit? Est-ce que ce qui est important pour vous, vous l'avez mis en priorité en ce moment? Un peu. Oui, c'est beau. C'est comme ça que ça commence, effectivement. Fait que c'est la première prise de conscience du jour. Qu'est-ce qui est important pour moi, puis qu'est-ce que je mets en priorité? Est-ce que c'est en lien ou est-ce que j'ai des ajustements à faire? La deuxième chose, c'est la fameuse charge mentale. On en parle beaucoup de la charge mentale. Qu'est-ce que c'est la charge mentale? On le sait maintenant, ce sont toutes les pensées qui vont être liées à notre organisation quotidienne, hein. Puis souvent, ces pensées-là sont invisibles, dans le sens où elles sont dans notre tête, on ne les voit pas nécessairement, on ne les écrit pas, mais elles sont très présentes. Et ça alourdit notre cerveau parce que c'est comme si on lui disait, pense-y encore, pense-y encore, pense-y encore, tant que je ne l'ai pas fait, il faut y penser, il faut y penser. Et puis même, je vais me demander si l'autre y a pensé. Donc, quand je délègue quelque chose à l'autre, je me demande même encore s'il l'a fait. Donc, finalement, déléguer, à ce moment-là, la charge mentale fait juste s'alourdir. Donc, cette liste mentale de choses à faire là, il y a des astuces pour l'alléger. Je commence à te donner des astuces, puis encore une fois, tu vas voir l'exercice que je te propose. La première astuce, c'est de réduire les décisions et l'indécision. Réduire les décisions et l'indécision. L'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est l'exemple du code vestimentaire de Steve Jobs et Barack Obama. Ces 2 personnes, peu importe les photos que vous regardez, vont toujours être habillées de la même façon. Toujours. Barack Obama avec son petit complet noir, puis la chemise blanche, et Steve Jobs, on le connaît bien avec sa paire de jeans, puis son petit col roulé noir. Ça leur permet d'enlever la charge mentale de comment je m'habille. C'est tout bête, hein? Mais tous les jours, et même des fois plusieurs fois par jour, on a cette charge mentale de se dire, OK, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Je vais au travail, OK, j'ai eu une réunion avec des clients, c'est-tu des clients que j'ai déjà vus la semaine dernière? Si je m'habille de la même façon, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et on a fait ils ont fait des études, je dis on, mais le on exclut la personne qui parle. Ils ont fait des études sur la charge mentale au niveau des femmes pour l'habillement et c'est extrême, cette charge mentale.
les femmes vont se poser beaucoup plus de questions sur l'habillement parce qu'elles vont être aussi beaucoup plus jugées sur l'habillement. Ils ont fait l'expérience avec des présentateurs de téléjournal aux États-Unis. Quand la femme, il y a souvent une femme puis un homme en côte à côte, l'homme portait le même complet pendant un mois, la femme portait la même chose pendant un mois, c'est elle qu'on a jugée. On l'a vu sur elle. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un poids de la société là-dessus. Et en même temps, vous pourriez, je vous lance comme défi ça, de vous dire, et si moi aussi j'avais un habit, j'allais dire un costume, là, ça fait un petit peu trop Halloween, là, mais un habit pour mon travail. C'est quelque chose que je vais utiliser pour mon travail. Alors évidemment, les infirmières en ont un, mais si tu travailles au bureau, si aujourd'hui tu te disais, ben, à chaque fois que je travaille au bureau, j'ai 3 pulls blancs, puis je porte mes pulls blancs à chaque fois. Ben, le matin, quand c'est le temps d'aller travailler, ça se soufflerait beaucoup plus sur OK, c'est pas grave, là, je sais pas ce que j'ai apporté. Oui, je le sais, c'est automatiquement ce pull blanc que je vais porter là. Fait que vous voyez comment, puis là, je parle vraiment de quelque chose de minime, on parle de l'habit, et pourtant, on va le faire plusieurs fois par jour. L'autre exemple qui nous touche tous aussi, c'est le ménage. Hein, à quel moment je dois sortir les poubelles, à quel moment je dois changer les draps, faire le lavage, laver le sol. Souvent, on se dit, ben, je vais attendre que la poubelle soit pleine, je vais attendre que les draps soient sales, je vais attendre que. Sauf qu'à ce moment-là, vous vous mettez une sorte de charge mentale ici qui fait que je vais attendre que ça processe. Sont-ils encore sales? Les draps sont pas sales, il faut que j'aille vérifier le sol, comment il est. Alors que si tu te disais que, puis tu mettras la fréquence que tu veux, tous les 15 jours, je vais laver ma salle de bain. Toutes les semaines, je vais laver mes draps. Peu importe, je le fais. Que la poubelle soit vide ou pas, je la jette. À un jour précis sans attendre qu'elle soit à un niveau qu'elle déborde ou quoi que ce soit. Ça enlève la charge mentale. Fait que si tu te disais, moi, tous les, je sais pas, deuxième dimanche du mois, je lave les draps. Eh bien, à ce moment-là, piou, ça t'enlève le truc de se dire, est-ce qu'il faut que je le fasse là ou pas? Ça enlève l'indécision. Donc là, on est en train de réduire les décisions qui sont à prendre, par exemple les vêtements, et l'indécision. C'est-tu assez sale? Est-ce que je dois le laver? Ce genre de choses. Fait que je t'invite à écrire là, sur ta feuille, c'est quoi les routines que tu pourrais créer? Tu sais, le matin, j'imagine que tu prends un thé, que tu prends un café. Tu choisis pas nécessairement tout ton thé ou tout ton café, tu prends probablement toujours la même chose. Ça, c'est une routine. Tu as éliminé l'indécision ou la décision là-dedans. C'est quoi la prochaine routine que tu vas pouvoir mettre en place? Fait que si ça te tente, si tu l'as déjà en tête, tu peux la mettre dans le chat. Sinon, je te laisse l'écrire sur ta feuille. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place comme routine qui te permettrait de ne plus avoir à y penser? Puis là, je vous ai donné des exemples de la vie quotidienne, mais ça pourrait être la même chose pour le sport, pour aller prendre une marche. Je ne me pose pas la question, je sais qu'à 17h30, je dois sortir avec le chien pour aller marcher. Je ne me pose pas la question, je sais que mon épicerie, je la fais tous les jeudis soirs. Je ne me pose pas la question, je sais que. 3 petits points. Et ça devient intéressant pour enlever notre charge mentale. La deuxième astuce que je te donne, c'est d'externaliser les tâches mentales. Fait qu'externaliser les tâches mentales, ça veut dire qu'on va noter tout ce qu'on a à faire. Et même des fois, on va le noter à l'envers. On va le noter quand on l'a fait. Hein, il y a des fois des gens qui se disent « Ah ben là, j'ai rien fait de ma to-do list aujourd'hui. » Mais oui, mais tu as fait tellement d'autres choses. Tu as fait tellement d'autres choses. Fait que note-le, parce que ça mérite sa place sur ta to-do list aussi. Alors, c'est peut-être plus une to-do list, mais c'est une liste de choses qui ont été faites. Fait que note-le. Ben oui, c'était pas prévu aujourd'hui que je lave. Je suis vraiment dans le lavage aujourd'hui, dans mes analogies, mais mettons que ça nous parle à tous et à toutes. C'était pas prévu que je lave tout le linge de salle de bain, etc. Ben, je le note, puis je mets une belle petite coche là. Ça va me faire du bien ici dans le sentiment d'accomplissement. Il y a plein de choses que vous avez faites aujourd'hui qui n'étaient pas sur votre to-do list. Notez-le. Ça, c'est important. Finalement, la dernière question de coaching que je vous pose, qui est assez puissante, je ne l'ai pas à l'écran ici, mais je vous la nomme comme ça, c'est qu'est-ce que tu prends qui ne t'appartient pas?
Je t'invite à la noter quelque part. Qu'est-ce que je prends qui ne m'appartient pas? Puis à la laisser se déposer. Puis peut-être qu'à la fin de ce webinaire, tu auras des réponses qui seront apparues. C'est une question qui est très, très puissante, là. Qu'est-ce que tu prends qui ne t'appartient pas? Là, ce que je t'ai présenté, c'est un petit peu les grandes théories, je vais dire. Je t'amène un petit peu plus loin dans des techniques, dans des outils. Puis ça va t'aider à construire ton kit de bien-être à la fin du webinaire. Donc, gestion du temps, c'est évidemment une clé essentielle pour trouver un équilibre. Et puis là, quand je parle d'équilibre, remplace-le par le mot qui te convient le mieux. Moi, le mot équilibre, il m'a souvent dérangé parce qu'équilibre, pour moi, veut dire 50-50. Puis il y a des moments où j'ai pas besoin de 50-50, j'ai peut-être besoin de 60-40 pour être bien. Fait que moi, j'appelle plus ça une harmonie à ce moment-là. Donc, c'est comme si j'harmonisais les choses, puis il pourrait y en avoir 3, 4. Donc, j'ai plus seulement une balance à 2, mais plutôt je jongle avec des petites balles dont j'ai besoin, puis OK, elle est où mon harmonie aujourd'hui? Alors, remplace le mot qui va te parler, équilibre, si ça te parle, c'est génial, harmonie, etc. Il y a plein d'autres mots que tu pourrais mettre ça. Mais quand tu te sens en équilibre, comment tu peux créer, comment tu peux gérer ton temps? La première chose, tu la connais certainement, on l'utilise beaucoup dans le milieu du travail, c'est la fameuse matrice d'Eisenhower. Urgent, important, et puis ensuite on croise tout. Donc en premier, tu le vois dans la zone orange, c'est tout ce qui est urgent et important. Fait que là, c'est fais-le. Il n'y a comme pas besoin de réfléchir, entre guillemets, c'est go, fais-le. Puis, j'ai envie de te dire que généralement, le urgent, c'est des choses qui vont prendre 2 minutes. Fait que surtout si c'est quelque chose qui prend 10 minutes, ne réfléchis pas, tu le fais. Si ça te prend 15-20 minutes, ça va se planifier un peu plus, mais 2 minutes, là, fais-le tout de suite. Ça va être fait, check, merci, bonsoir. Ça n'a pas besoin d'être écrit sur une liste, ça n'a pas besoin d'être mis dans ta mémoire, là. Si ça me prend moins de 2 minutes ou 2 minutes au plus, là, on le fait tout de suite. Donc, un petit coup de balai, je suis vraiment dans l'analogie du ménage aujourd'hui, mais c'est peut-être le printemps qui s'en vient avec le ménage du printemps, mais je ne sais pas moi si tu as un petit appel à faire ou une vérification de ton compte bancaire, si tu as juste une petite coquille à aller arranger dans un PV de conseil de parents, tu sais, va chercher vraiment le 2 minutes, là, ce qui est urgent et important à faire. Ensuite de ça, tu peux te déplacer vers la case jaune qui est, c'est pas urgent, mais c'est important. Donc à ce moment-là, je vais planifier à quel moment je vais le faire. Puis on va voir une autre méthode tantôt qui va te permettre de le planifier de la bonne façon. Parce que planifier, des fois, tu sais, c'est pas urgent d'aller faire du sport, mais c'est important. Ça va souvent tomber comme à l'eau, puis on va le pousser. Donc si c'est pas urgent et important, on le planifie. Puis ensuite, on va aller regarder tout ce qui est urgent et non important. Ça, c'est la case bleue. Quand c'est urgent et que c'est pas important à faire, délègue-le. Parce que oui, c'est urgent, mais c'est pas essentiel, c'est pas vital. Fait que délègue-le. Puis on va voir comment déléguer tantôt. Et finalement, la case verte, c'est pas urgent, c'est pas important, bye bye. Comme, c'est fini, on n'en a pas besoin. Puis les gens, quand je dis ça, font comme, ah ouais, éliminer, mais quoi? Tu viens de me dire que c'est pas urgent et que c'est pas important. Alors, pour les plus anxieux et anxieuses qui écoutent ce webinaire-là, si c'est trop difficile de l'éliminer, reporte-le mentalement à 1 mois, 2 mois, 3 mois. OK? Reporte-le. Mais tu vas voir que probablement, si dans 1 mois, tu ne l'as pas fait et que ça ne t'a pas gêné, c'est probablement qu'il n'y en avait pas besoin. Anecdote, il y a quelqu'un, un PDG de compagnie, qui disait que régulièrement, quand il rentrait de vacances, il avait des tonnes de courriels. Et il disait, ben, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de toutes les éliminer. Fait que là, il sélectionnait tous ses courriels, il appuyait sur éliminer, et il se disait, les plus importants vont revenir naturellement. Je trouve ça très audacieux, je suis pas rendue là. En même temps, je trouve ça très intéressant de se dire, ouf, ok, oui, c'est vrai que s'il y a quelque chose d'urgent et d'important, on va me le rappeler. Donc, c'est une façon d'éliminer. Alors, je te pose la question, si tu devais placer 3 tâches que tu as fait récemment, des tâches qui ont déjà été faites, dans cette matrice-là,
essaye de te rappeler, je sais pas moi, les 3 dernières tâches que tu as fait, que ce soit pour, le conseil de parents, que ce soit pour tes autres engagements bénévoles, pour, ta famille, pour le travail. Pense à 3 tâches que tu as faites, puis place-les dans la matrice. Où est-ce qu'elles allaient par rapport à urgent, important? Puis regarde si tu as bien suivi le verbe. Est-ce que si c'était pas urgent, important, je l'ai éliminé ou est-ce que je l'ai planifié? Ou même des fois, je l'ai fait. C'est pas urgent, c'est pas important, mais ça me tente de le faire, donc je vais le faire. On fait souvent ça, hein? Les choses qui nous tentent, ça tombe souvent dans urgent, pas important, mais on le fait quand même. Puis le deuxième exercice que je te demande, que je te propose, c'est de placer 3 tâches que tu as à faire. Donc là, tu peux sortir ta to-do list, là. 3 tâches que tu as à faire dans le futur et de les placer dans la matrice. Puis te dire, OK, par exemple, encore une fois, je sais pas, j'ai des tâches ménagères, j'ai, une réunion, du conseil de parents, j'ai, note ces 3 tâches-là, puis planifie-les. Mets-les, pas planifie-les, place-les, pardon, dans, la matrice pour voir c'est quoi le verbe que j'ai à faire là-dedans. Puis est-ce que ça bloque ici ou est-ce que, OK, je suis à l'aise avec le verbe qui est là? Les 2 verbes qui vont bloquer le plus, c'est ceux du bas, déléguer puis éliminer. Faire, planifier, généralement, les gens ont pas trop de misère, là-dedans, mais déléguer, on va le voir, yes, c'est difficile, puis éliminer, ça l'est encore plus. Alors, ça, c'était la matrice d'Eisenhower. C'est important aussi de bloquer du temps pour chaque sphère de ta vie. Là, on parlait d'équilibre, on parlait d'harmonie tantôt. Je te propose 2 techniques que tu connais probablement, je te les redonne parce que je les trouve particulièrement intéressantes, puis celles-ci, je les utilise très souvent avec, mes clients et mes clientes. La première, c'est la technique du time blocking. Donc, c'est clair, j'identifie un créneau dans ma semaine pour une de mes priorités. Puis là, je te renvoie à ta priorité que tu as écrite au tout début de ce webinaire-là. Quand tu regardes les 3 priorités que tu as mises en avant, regarde quel créneau tu leur donnes dans la semaine. À ce moment-là, ça veut dire que tu vas bloquer un temps qui ne doit pas être trop long et pas trop court. Mais surtout, le piège, c'est trop long. On a tendance à se dire, oh, je me mets 2 heures pour faire du sport. Je peux t'assurer que tu ne le feras pas, ton sport, parce que c'est pas vrai que tu vas faire du sport pendant 2 heures. Sauf si tu cours des marathons, puis là, tu as tout mon respect, mais la plupart du temps, c'est pas vrai on va bloquer notre 2 heures. Et puis souvent, c'est sport 2 heures. Hey, il n'y a rien de plus vague. Fait que là, je te ramène aux objectifs SMART. Il faut que ce soit précis. Donc, si tu veux te remettre au sport ou si tu veux t'assurer de faire du sport parce que c'est bon pour ton équilibre psychologique puis physique, ben, bloque, je sais pas moi, le mardi et le jeudi de 7h15 à 7h30, yoga. C'est juste 15 minutes, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de chances que je le fasse plutôt que de me dire sport de 7 à 10 heures. Donc, le time blocking, c'est bon quand tu bloques des petits créneaux avec un objectif très, très précis. Tu sais exactement ce que tu vas faire. Je suis curieuse, est-ce qu'il y a des gens qui font ça déjà, qui bloquent du temps pour des priorités dans leur agenda? Vous pouvez juste mettre un petit pouce soit sur vos écrans parce que moi je vous vois, soit dans le chat. Est-ce que vous bloquez déjà du temps dans vos agendas pour vos priorités? Hmm. Ma question bonus, c'est est-ce que vous le respectez? Ouais, good. Ouais, parce que c'est bien beau de se bloquer du temps, mais des fois, on oublie de le respecter. Puis si vous ne le respectez pas, qu'est-ce qui fait que vous ne le respectez pas? Puis souvent, ça serait intéressant de voir c'est quoi la priorité que vous ne respectez pas. À qui vous donnez la priorité? Parce que souvent, on va bloquer du temps pour nous, puis on ne va juste pas le respecter en pensant que ce n'est pas important. Mais on verra plus tard que c'est très important. Alors ça, c'est la première technique. La deuxième, méthode Pomodoro, extraordinaire cette méthode, 25-5, donc 25 minutes de focus sur le temps et 5 minutes de pause. Donc vous vous donnez 25 minutes avec un objectif très précis. Je ne sais pas moi, par exemple, je revois tout le compte-rendu de notre dernier conseil d'école. Je me donne 25 minutes pour faire ça. Je suis concentrée, j'enlève toutes les notifications. Et quand mon timer, parce que j'ai mis un timer, s'arrête, je m'arrête.
je m'arrête et 5 minutes, je fais autre chose. Idéalement, je m'étire, je bouge, je bois un verre d'eau, je prends 2-3 petits pas, je marche dans le bureau ou chez nous. Et ensuite, je repars pour un autre 25 minutes. Ça vous permet de stimuler votre corps, de stimuler votre esprit, de rester comme aguerri, de rester comme ouf, ok, ouvert, vraiment, ouais, vraiment, votre cerveau, il va être oxygéné. Ce qui est hyper important à ce moment-là, c'est que votre objectif, il doit être très précis. Vous avez juste 25 minutes. Fait que dites pas, je revois les rapports de la dernière année du conseil de parents. Vous n'aurez pas le temps en 25 minutes. Commencez par un. Puis si vous voyez qu'en 25 minutes, vous êtes capable d'en faire deux, ben dites-vous, je revois les deux derniers. Mais soyez très précis. Idéalement, si vous êtes capable de l'écrire ou de le nommer à haute voix pour que votre cerveau l'entende encore plus ou le lise encore plus. Ça, c'est très, très bon. Je sais que ça peut être un peu étrange de se dire, OK, Mélanie, maintenant, tu relis pour les 25 prochaines minutes le dernier rapport du conseil d'administration et puis tu corriges les coquilles et tu l'envoies aux membres du CA pour révision. 25 minutes. Go, c'est parti, je mets le timer et ça, je fais ça et je ne m'arrête pas. S'il y a une pensée qui arrive, parce qu'évidemment, ça va arriver, ben, je fais juste soit écrire un petit mot sur un post-it et fou, mais surtout, je ne laisse pas aller ma souris ou ma distraction ailleurs. Donc, vraiment focus. Ne faites pas ça pendant toute une journée, c'est un petit peu épuisant. Mais commencez par peut-être un cycle de 2 fois 25 minutes. Mais juste commencez-le pour voir ce que ça fait. Je suis curieuse, est-ce qu'il y en a qui connaissaient cette méthode-là, Pomodoro? Puis si tu ne la connaissais pas, as-tu le goût de l'essayer? Ça, c'est ma question pour toi. Oui, pour les études, c'est vrai, hein, quelqu'un qui dit ça, ça marche bien. Oui, effectivement. Good. Excellent. Je t'amène un petit peu plus loin. Délégation efficace. On a parlé de déléguer, tu te souviens, dans la méthode de la matrice d'Eisenhower. Je ne vais pas t'apprendre à déléguer efficacement, mais comme bonne coach, je vais aller soulever les peurs qu'on a de déléguer. Tu vas voir que ça va engendrer nécessairement quelque chose de positif. Donc, ma question pour toi, c'est quand on parle de délégation, qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, ou qu'est-ce qui t'empêche déjà de déléguer? Alors, je te donne plein d'options. Tu n'es pas obligé de répondre directement avec ce qui vient, mais voici la première chose. Une des choses qui nous fait peur quand on veut déléguer, c'est qu'on a peur de l'échec des autres. Si je te confie une tâche, j'ai peur que tu la fasses pas bien. Et dans le pas bien, c'est pas comme moi je l'aurais fait. Donc, j'ai peur que tu le fasses pas bien ou même que tu le fasses pas du tout. Donc, j'ai peur que l'autre échoue. Ça, c'est souvent ce qui m'empêche de déléguer. À ce moment-là, c'est important de le nommer. C'est important de se le nommer à soi, puis de le nommer à l'autre. Évidemment, on ne va pas lui dire j'ai peur que tu échoues. On va être un petit peu plus diplomate que ça, et de dire pour moi, c'est difficile de déléguer cette tâche-là parce que je l'ai toujours faite d'une certaine façon et j'ai peur que ce soit fait différemment. Comment tu pourrais me rassurer? Et hop, vous venez d'ouvrir le dialogue, puis la personne va pouvoir vous aider et vous rassurer. La deuxième peur qu'on a souvent quand on délègue, c'est que ce soit pas fait parfaitement. Donc oui, ça va être fait, il n'y aura pas d'échec, mais ce ne sera pas fait parfaitement comme on l'aurait voulu que ce soit. Alors évidemment, on peut, comme on l'a dit, parler à l'autre, mais on peut aussi donner des templates, des gabarits, des modèles, si c'est des choses qui ont déjà été faites pour dire aux gens, ben, voici ce qui est à faire, tu as juste à recopier d'une certaine façon. Et puis, en parler régulièrement avec les personnes. Le sentiment de contrôle. Soyons honnêtes, là, c'est sûr qu'on a un petit sentiment de contrôle. On se dit, ben, je me sens plus en sécurité si c'est moi qui le fais parce que je garde le contrôle. Je sais quand ça va être fait, je sais comment ça va être fait, je sais à quoi ça va ressembler au final. Donc, je vais le garder. Le problème, c'est que ça nous surcharge quand on fait ça, puis ça ne donne pas la chance à l'autre d'essayer aussi. Donc, si tout le monde avait tout contrôlé pour vous et ne vous avait rien délégué dans la vie, ben, vous n'auriez pas appris grand-chose. C'est comme ça qu'on fait pour les autres. Alors, tu sais, quand tu as un petit peu peur de déléguer, fais appel à ton sens de l'humanité, de se dire, ah, OK,
Je délègue, ça va être un bel apprentissage pour moi, mais surtout, je vais permettre à l'autre d'apprendre quelque chose. Donc ça peut vous aider pour le sentiment de contrôle. Si jamais tu as peur des conséquences, par exemple, si ce rapport est mal fait ou si cette demande de subvention est mal faite, on ne l'obtiendra pas et je vais être tenu responsable de ça. C'est important de le nommer. C'est important de le nommer. J'ai peur, en déléguant cette responsabilité, que ce soit à refaire, qu'on n'obtienne pas la subvention, que... Comment vous pourriez me rassurer là-dessus? Les gens vont vouloir vous rassurer, mais c'est important de le nommer. On ne peut pas rassurer quelqu'un qui ne nous nomme pas ses inquiétudes. Une autre peur qu'on a souvent quand on veut déléguer, c'est la peur de devenir inutile. Imaginons que si je délègue, l'autre le fasse mieux que moi. Oh, ça pourrait être un petit peu difficile pour mon ego de se dire, oh, quelqu'un est capable de le faire mieux que moi. J'ai-tu encore une utilité là-dedans? Mais ça se peut qu'à un moment donné, l'élève dépasse le maître et bravo. Ça voudra dire que vous avez été un super bon maître, vous avez été super pédagogue et que peut-être votre mission, elle est ailleurs à ce moment-là et que vous avez des choses à apprendre. Donc, c'est pas que vous êtes moins bon, c'est juste qu'il y a quelqu'un que c'était peut-être sa force naturelle. Bravo. Donc, on ne devient pas inutile quand on délègue à quelqu'un qui est meilleur que nous dans ce domaine-là. On devient juste un peu plus sage. On a des fois peur de partager le mérite parce que ben, c'est important d'être reconnu. Puis là, si on le fait à deux, il faut que je partage les compliments. Puis ben, ça peut être difficile. Il faut être honnête, il faut être franc, il faut être authentique, c'est vrai. À ce moment-là, c'est important de se dire, ben, c'est pas parce que je divise le travail que je vais devoir partager les compliments. Si le compliment, il vient à l'équipe, c'est encore un compliment à 100% pour l'équipe dont je fais partie à 100%. Donc, c'est pas comme si j'avais la moitié des compliments, j'ai encore le 100% des compliments. Donc ça peut être une chose à recadrer. Finalement, ça se peut que dans nos sociétés, on se base beaucoup sur la reconnaissance de l'efficacité personnelle, hein. Quand tu es efficace, tu es donc bien valorisé. Donc, si quelqu'un d'autre le fait à ma place, alors que j'aimerais bien que tout le monde croie que je suis capable de tout faire moi-même, ben, je vais continuer des fois à ne pas déléguer parce que je suis capable de le faire moi-même, je suis capable de le faire moi-même. Sauf que là, vous vous souvenez de la surcharge mentale qui s'approche, puis de la charge mentale tout court, là. Donc, si je te demandais aujourd'hui, là, c'est quoi qui t'empêche le plus de déléguer? En toute honnêteté. Tu peux le noter sur ta feuille. Si tu veux, tu peux le partager avec nous aussi dans le chat. Qu'est-ce qui t'empêche le plus de déléguer? C'est quoi cette peur qui est la plus présente? Puis qu'est-ce que tu pourrais commencer à déléguer cette semaine? Tu sais, tu peux regarder ta matrice d'Eisenhower, là. Qu'est-ce que tu as placé dans déléguer, qui est urgent mais pas important? Qu'est-ce que tu vas déléguer? On a donc vu toutes les choses sur la gestion du temps. Je t'amène maintenant plus dans les techniques pour prendre soin de toi. Donc, technique d'auto-soin et de recharge. Auto-soin, c'est prendre soin de soi. Ça veut dire nommer son besoin. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'on se dit, ah ben oui, c'est facile, de quoi j'ai besoin? Ouf, bah tiens, je pense que je me suis jamais vraiment posé la question. De quoi j'ai besoin en ce moment? De quoi j'ai besoin à chaque fois? C'est que je me pose la question, ça va varier. De quoi j'ai besoin? Alors, évidemment, vous avez des outils pour nommer vos besoins, hein. Il y a toutes sortes d'outils. Moi, j'utilise la roue des émotions là, pour nommer les besoins. Je trouve que c'est une belle façon de l'avoir en tête. Mais tu peux aussi aller chercher une liste sur Google, liste des besoins. Là, je ne parle pas de la liste des émotions, je parle vraiment de la liste des besoins. De quoi j'ai besoin? Tu sais, si je t'en donne quelques-uns, j'ai besoin d'acceptation, de justice, de joie, de partage, d'amitié, j'ai besoin de détachement, de compréhension. Hein, j'ai besoin de quoi? À partir du moment où tu as identifié ton besoin, c'est beaucoup plus facile d'aller le combler. L'analogie que j'utilise souvent pour ça, c'est si j'ai mal à un endroit et que je ne le nomme pas au médecin en disant j'ai mal, il ne saura pas où apposer le bandage, le pansement.
Mais si je lui dis j'ai mal ici, il va être capable de mettre de faire son examen puis de mettre un pansement là où j'ai mal. C'est la même chose pour les besoins. Hein, je vais mal, je vais mal. Oui, mais j'ai besoin de quoi? Ah, j'ai besoin de calme. Bon, parfait, ça, je sais comment le trouver, je peux passer en mode solution. Fait qu'essayer de ne pas sauter la case besoin, ça, c'est important. Dans les besoins, notamment, il y a les sources de bien-être. La première question que je te pose là-dessus, c'est quoi pour toi les 3 activités qui te rechargent, qui te boostent ta batterie le plus, là? Note-les, là, c'est important. Puis s'il y en a plus que 3, go, c'est bon, prends-les. C'est quoi les activités? Puis activité, prends-le au sens très large, là, hein. Tout est valable là-dedans, ne te limite à rien. C'est quoi les 3 choses qui te rechargent le plus dans la vie? Recharger, ça veut dire qu'après, quand tu l'as fait, tu te sens particulièrement équilibré, puis tu pourrais quasiment mettre un 13 sur 13, là. Tu te sens quasiment à ton top. C'est quoi les 3 activités qui te rechargent le plus? Et évidemment, tu me vois venir avec l'autre question, c'est quoi les 3 activités qui t'épuisent le plus? Qu'est-ce qui t'épuise dans la vie? On a souvent fait la différence entre introverti et extraverti. On disait que oh, les introvertis, c'est des timides, alors que non, pas nécessairement. Les introvertis, c'est des gens qui ont besoin de se recharger tout seuls. Je dis souvent dans leur grotte, là, pour faire une grosse caricature, ils vont se brancher à eux-mêmes. Ils ont besoin d'un temps tout seuls, là. Alors que les extravertis ont besoin de se brancher au groupe. Ils ont besoin d'être entourés pour échanger, pour faire partie du monde, faire appartenir, là. En ce moment, même si je suis en train évidemment d'épuiser ma batterie physique parce qu'on donne un atelier, je suis en train en même temps de recharger mes sources de bien-être parce que moi je suis une extravertie, si jamais tu en doutais, et ça me recharge de parler devant un groupe. Ça me recharge. À la fin, je vais être comme pleine d'énergie, même si mon corps va dire ouf, ok, c'est bon, on a passé 1 heure ici, on pourrait peut-être prendre une petite pause. Je vais quand même être rechargée. Par contre, une activité qui m'épuise, moi, par exemple, c'est d'aller dans des stratégies, de faire de l'analyse, d'avoir des réunions qui durent 4 heures. Ça m'épuise, des réunions d'analyse, de stratégie. Ça m'épuise, moi. Je sors de là, je suis vidée. Pourtant, j'ai été avec du monde. Mais le fait de réfléchir sur des choses plus stratégiques, c'est très épuisant pour moi. C'est pas dans mon style naturel. Donc, c'est important de le savoir. Ça ne veut pas dire que je vais éviter ces réunions-là, mais ça veut dire que j'en prends conscience que après une réunion, ben, j'ai besoin d'aller trouver une activité qui va me recharger. Fait que toi, tu nommes tes activités qui te rechargent, celles qui t'épuisent, puis quand tu vois une qui épuise, essaye de mettre une qui recharge pas loin pour pouvoir te remonter. Des petites actions pour se recentrer, je te les nomme comme ça. Je vais te donner des liens aussi dans le chat, puis je pense qu'on pourra les mettre dans les documents aussi. Première chose, respirer. Je sais que ça peut sembler étrange et en même temps, c'est très important de respirer dans la vie. Alors, un, parce qu'évidemment, ça nous maintient en vie, mais deux, parce qu'il y a des techniques de respiration qui sont importantes. La première, c'est la cohérence cardiaque. Je ne ferai pas l'exercice ici aujourd'hui parce qu'on manque de temps, mais idéalement, c'est de se rappeler des chiffres 365, 365. Ça veut dire que 3 fois par jour, on va faire 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et ça, vous avez toutes sortes d'applications. Pour ça, vous avez toutes sortes de, de vidéos YouTube. Vous voyez une petite bille qui monte, puis qui descend, puis qui monte, puis qui descend. On inspire, on expire. Et juste de faire ça 5 minutes, vous allez voir 5 minutes, c'est très long. On n'a pas l'habitude de s'arrêter 5 minutes dans nos vies. Ça nous permet d'oxygéner notre cerveau, de se focuser. C'est comme une sorte de méditation, mais on est complètement focusé sur notre souffle. Si jamais vous n'avez pas le temps et que vous avez besoin de quelque chose qui est un petit peu plus rapide, utilisez la respiration en étoile, apprise par un enfant de 4 ans, vous prenez votre main, vous prenez votre doigt et vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Puis vous faites ça 1 fois, 2 fois. Vous allez voir que les 2 premières, c'est très rapide, puis ensuite, c'est très apaisant. Finalement, je vous donne d'autres petites astuces. C'est important de bouger pour oxygéner votre cerveau.
vous étirer, boire un verre d'eau, tapoter, vous connaissez probablement l'EFT. Alors, le tapotement ici, juste pour ancrer ça, dans les sensations dans votre corps, c'est une super bonne chose. Sauter, se secouer, chanter, c'est des choses qui vont vous aider à retrouver votre calme et vous recentrer très rapidement. La dernière chose où je vous emmène aujourd'hui, avant de finaliser votre kit du bien-être, c'est les fameuses hormones du bonheur. Vous les connaissez, elles sont avec l'acronyme DOSE. Fait que c'est le fun de se dire, oh, il faut que je prenne ma dose. Fait que quand tu prends ta dose, c'est dopamine, oxytocine, sérotonine et les endorphines. Donc, ce que j'ai fait pour vous, c'est que je vous ai créé une fiche d'inspiration. Je vous la partage à l'écran ici. La fiche d'inspiration, c'est pour chacune des hormones du bonheur décider à mettre en place. Donc, vous l'avez dans le chat, vous pouvez la télécharger, je vous l'ai mise ici. En gros, ce qui est important ici, c'est que pour la dopamine, c'est de la motivation et de la récompense. Donc, allez l'associer à la satisfaction, allez trouver des petites victoires, allez vous satisfaire avec des petites choses. On célèbre des quick wins, comme on dit. L'oxytocine, le lien social et l'amour. Donc, c'est important de parler à l'autre, de faire des câlins. Hein. On parle souvent du 20 secondes de câlins qui sont nécessaires par jour. Même si vous avez des adolescents, c'est une super belle chose à faire. Puis, ils comptent les 20, une, deux, trois, mais ils les comptent, puis ils font les 20 secondes de câlins par jour. Des interactions sociales positives. La sérotonine, c'est évidemment tout ce qui est l'hormone de la stabilité, du bien-être. Hein, ça va nous réguler dans l'humeur. Le soleil revient, là. Allez vous mettre au soleil 15 minutes. Hein, une exposition au soleil, ça rebooste toute votre sérotonine. Et finalement, les endorphines, on les connaît parce que c'est comme un antidouleur naturel. Hein. Ça nous relaxe, c'est une sensation de bien-être. Le sport, rire, c'est des choses qui fonctionnent très bien pour ça. Avec tous ces outils-là, je t'invite à construire ton kit de bien-être. C'est-à-dire que tu vas faire ton petit plan d'action à toi. Tu vas te demander, c'est quoi les actions que je vais faire pour simplifier ma gestion du temps? Qu'est-ce que je fais avec la méthode Pomodoro? Qu'est-ce que je fais avec le time blocking? Quelle routine je mets en place pour éviter la décision ou l'indécision? À qui et quoi je vais déléguer une responsabilité? Puis j'insiste sur les 5 questions qui suivent, là, le quoi, à qui, quand, pourquoi, comment, c'est les questions de clarté. Quand tu veux passer un message, réponds à ces questions-là dans ton message, tu vas être sûr que ça va être super clair. Et puis, comment je vais arriver à stimuler chaque jour chacune des hormones du bonheur? Ma dose, qu'est-ce que je vais faire? Puis la chose qui est importante à retenir par-dessus tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble, c'est que chaque petit pas compte. Puis que si à un moment donné, ton petit pas, c'est un petit pas vers l'arrière, c'est correct et c'est pas grave. Chaque petit pas compte. Ça, c'est important de s'en souvenir parce que souvent les gens essayent de faire quelque chose de trop grand, de trop large et on se plante, on tombe dans le trou au milieu. Donc, fais juste des petits pas. Juste des petits pas. Alors, j'arrête là le partage. S'il y a des questions, des commentaires, je vais les prendre avant de recéder la parole à Henriette et puis à Nathalie ensuite. Henriette, je peux te céder la parole, puis on verra s'il y a des questions qui arrivent. Merci, merci Mélanie. Merci pour les précieuses stratégies et ressources que tu as partagées avec nous. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Nathalie qui va nous parler de sa propre réalité. Nathalie, à vous la parole. Bonjour, merci Henriette. C'est vraiment une présentation très inspirante de la part de Mélanie. Alors merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup appris. Je vais certainement utiliser ces stratégies. C'est pas évident, c'est sûr, de tout gérer. Et puis je peux me présenter pour commencer. Alors c'est ça, je m'appelle Nathalie Thompson. Je suis en ce moment impliquée avec le comité de participation des parents du CSCCE. Je suis la présidente cette année. Je suis très contente d'être élue présidente. J'ai participé l'année dernière en tant que membre parent.
et j'ai bien apprécié l'information qui nous avait été partagée. Donc, c'est ça, j'ai décidé de participer davantage cette année en me portant volontaire pour ce rôle de présidente. Et puis, c'est ça, en faisant du bénévolat, on réalise qu'on rajoute cette sphère, une autre sphère, à notre horaire qui est déjà chargé. Donc, j'ai 2 enfants, 2 beaux garçons, un qui est à l'école dans le niveau, le palier intermédiaire, et l'autre au palier secondaire. Ils sont hyper actifs, ils font beaucoup de sport. Évidemment, moi et mon mari, les deux, on travaille à temps plein. Donc, ça fait en sorte que il faut s'organiser, il faut gérer nos horaires. Alors, comment on le fait? En fin de compte, même si je ne connaissais pas tous les termes que Mélanie nous a partagés, on le fait quand même de notre façon. Donc, pour nous, comment on réussit à s'organiser, donc la gestion du temps et nos priorités, on utilise des calendriers numériques. Donc, j'entre les données numériques dans ce calendrier qui est partagé avec la famille et de cette façon, en début de chaque semaine, le dimanche, on regarde notre calendrier pour la semaine et on s'assure que nous pouvons bel et bien garder nos engagements que nous sommes fixés, que ce soit sportif, que ce soit sur le plan de la famille, faire une activité ensemble en famille, que ce soit sur le plan professionnel, des webinaires ou quoi que ce soit, des comités, évidemment, je participe à plusieurs différents comités. Donc, on s'assure que le calendrier partagé, il est bien géré et on peut, on s'assure qu'on puisse garder tous nos préparatifs et se présenter finalement. Mélanie a parlé de cette charge mentale et la fatigue. C'est vraiment, c'est un terme qui est courant, je dirais, ces jours-ci. On dirait qu'avec chaque année, on augmente, on fait une chose de plus. C'est bien et j'aime beaucoup redonner à la communauté. Par contre, je réalise que en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant que mère, il faut que je me donne des chances de me ressourcer moi-même. Donc, je suis consciente de cette charge mentale et on a parlé de différentes stratégies qu'on peut utiliser, la délégation par exemple, et en comité, on se retrouve souvent avec face à la délégation finalement. Je crois que c'est important de faire confiance à nos collègues et de pouvoir travailler en collaboration avec eux. Et ça nous permet, nous, de nous ressourcer et ça permet aux autres aussi qui n'ont peut-être pas autant d'expérience de faire cet apprentissage. Donc, c'est vraiment bien la délégation, vraiment, c'est essentiel, je crois, lors d'un travail en comité. C'est quelque chose qui n'est pas facile, comme Mélanie a dit, mais je crois qu'il faut utiliser, il faut le faire, il faut l'utiliser, il faut partager cette responsabilité. À la maison, comme Mélanie a mentionné, on fait, nous, les routines et l'automatisation, on le fait. Les dimanches, on planifie nos repas. Les enfants sont impliqués dans cette préparation. Ils font leur propre lunch pour les midis. Donc, c'est quelque chose de récent que nous avons délégué justement aux enfants. Ce sont ces tâches routinières et ménagères. Ils sont un petit peu plus vieux, ils sont capables de le faire. Et nous, ça nous permet de faire autre chose pendant ce temps-là. Alors, ces petites routines, pour nous, c'est vraiment la clé du succès pour gérer ces horaires qui sont très chargés. Lorsqu'on a ce repas de préparer, on n'a pas besoin à chaque jour qu'est-ce qu'on mange, quels ingrédients ai-je besoin. C'est déjà tout fait, c'est déjà tout préparé. Ça allège aussi cette fatigue et cette surcharge mentale. En ce qui concerne la mobilisation des parents, par exemple, parmi les comités dont je siège, je dirais comme Mélanie elle a mentionné son dernier point, des petits pas, mais je dirais aussi faire la même chose, c'est des petites bouchées. En tant que lead ou leader d'un comité, on va tenter de les mobiliser en leur donnant des petites tâches. On réalise et on apprécie leur temps, le temps qu'ils donnent à ces comités. On ne veut pas les surcharger non plus.
on veut pas les décourager. Donc, je crois aussi ces petits pas ou ces petites tâches va faire en sorte qu'ils vont vouloir s'impliquer davantage, qui va finalement bénéficier le comité, toute l'équipe école et l'apprentissage et le succès finalement, le bien-être des enfants. Si on parle d'appui, moi, j'ai jamais eu la langue dans ma poche. Alors, je crois qu'il faut démontrer un petit peu d'initiative. Lorsqu'on a besoin d'aide, il faut aller rechercher cette aide ailleurs. Par exemple, dans mon cas, si on prend l'exemple de cette entrevue, Georgette m'a soutenue tout le long de ce processus. J'ai bien apprécié. Si je pense à mon rôle de présidente du CPP, Virginie Dumaine, l'adjointe administrative au bureau de la surintendance du CCE, est toujours là pour répondre à mes questions lorsque j'en ai. C'est super apprécié et on a besoin finalement de s'entourer de ces personnes ressources pour bien jouer notre rôle. Pardon. Mélanie a aussi parlé de partager les réussites. Je trouve que c'est tellement important de partager lorsqu'on fait quelque chose qui est bien pour notre communauté scolaire, vraiment d'en parler sur les sites, les réseaux sociaux. Ça permet aux parents de voir à quel point l'engagement et le bénévolat peut bénéficier notre communauté scolaire. Donc, c'est hyper important. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle a mentionné. Les conflits d'horaire, ils arrivent souvent. Et je crois que c'est important avec la planification. Si on peut voir, par exemple, j'ai 2 conflits dans une même soirée. Si on réussit à le voir à l'avance, souvent on peut repousser, on peut s'organiser et ça fait en sorte qu'on ne déçoit pas les autres ou les autres comités dont on fait partie. Donc, c'est l'organisation, vraiment la planification à l'avance, c'est hyper important. Et on ne déçoit pas possiblement aussi les enfants. S'ils ont eux aussi des activités, on ne peut pas y aller, on ne peut pas y assister. De cette façon-là, on peut utiliser notre temps de façon efficace. Et on peut se présenter à tous nos engagements, soit professionnels ou familiaux. Désolée, j'essaie d'aller quand même assez rapidement. Je vois que le temps file. On avait parlé j'avais pensé aussi de la difficulté à dire non. C'est souvent le cas. On s'impose plusieurs tâches, plusieurs comités, engagements. Je crois qu'à un moment donné, il faut être responsable et raisonnable et il faut s'écouter. Si on est épuisé, si on a trop d'engagement, il faut vraiment apprendre à dire non, poliment, mais respectueusement. Et on peut proposer différentes alternatives aussi si nécessaire. Donc, pour conclure, en fait, je vous remercie de m'avoir invité à faire partie de votre discussion ce midi. Honnêtement, j'ai vraiment bien apprécié la présentation et j'ai beaucoup appris. Et je vais essayer de tout incorporer aussi dans mon horaire, dans mes horaires futurs. Mais ce mot de conclusion, j'encourage vraiment les parents à continuer de se porter bénévolat volontaire et à faire du bénévolat. En gérant son horaire efficacement, on peut voir c'est faisable, on peut le faire. Il y a des stratégies hyper pratiques comme Mélanie nous a montré qui peuvent nous aider à gérer nos tâches. Et évidemment, c'est super essentiel de prendre soin de soi. Et en appliquant toutes ces astuces, on réussit que on peut le faire et on réussit à contribuer à notre communauté en même temps. Donc, merci beaucoup Henriette, j'apprécie le temps et j'apprécie la présentation et il m'a fait toujours un très grand plaisir de faire partie du CPP. Encore, j'encourage les parents, ça vous permet de contribuer activement aux décisions qui affectent l'éducation de nos enfants. Nous avons l'opportunité de participer aux discussions sur les orientations pédagogiques, les programmes scolaires et les projets scolaires qui influencent les apprentissages de nos enfants. C'est une super belle opportunité d'apprentissage pour moi aussi. Et je suis fière d'en faire partie. Et j'encourage fortement les parents de faire de même. Alors, félicitations Nathalie pour ton rôle de présidente de comité
et un grand merci pour ton partage. Alors, je vais passer en quelques secondes la parole à Mélanie pour un mot de conclusion. Mais je pense que c'est intéressant de se dire, avec le témoignage de Nathalie, qui est vraiment dans l'efficacité, l'efficience, comment vous pouvez aller l'associer avec ce qui est ici, là, à l'intérieur de vous. Hein, comme si une partie de vous était dans l'efficience et l'efficacité, puis l'autre était dans vos besoins au niveau de l'humain. Fait que comment ça se rencontre, ça? C'est vraiment, c'est un peu ce que je dépose pour vous aujourd'hui, là. Comment vous faites se rencontrer les deux? Mm. Alors, nous arrivons à la fin de notre échange. J'espère que cet atelier vous a apporté des pistes concrètes pour mieux concilier vos différentes responsabilités. Encore un grand merci à nos deux intervenantes pour leurs précieuses contributions. Merci Mélanie, merci Nathalie. Trouver l'équilibre est un défi permanent en tant que parent, mais en nous appuyant sur des stratégies adaptées et sur le soutien de notre communauté, bien entendu, nous pouvons avancer sereinement. N'hésitez pas à poursuivre la discussion, à appliquer les conseils partagés aujourd'hui et à prendre soin de vous dans ce bel équilibre que vous construisez jour après jour. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à remplir le formulaire d'évaluation qui est dans le clavardoir. Votre rétroaction, bien entendu, nous aide toujours à améliorer nos services. Le formulaire d'évaluation, il est dans le clavardoir et on se dit à très bientôt pour de nouvelles activités de parents partenaires en éducation. Bon après-midi.